La pause sémio, le podcast inspiré. Le temps d'une pause, je vous raconte mes recherches de sémiologue sur le corps, la mode et la beauté. De la méthode, de la curiosité et surtout l'envie de partager avec vous un autre regard sur le sens des textes, des images et des récits d'aujourd'hui. Parlez-vous lingerie. Tout premier épisode de la pause sémio de 2025, je vous propose de voyager dans un domaine léger, fantasque et néanmoins fonctionnel. Aux confins de l'intime, à la croisée de la séduction et du questionnement ordinaire qui m'est si cher, la lingerie est un monde à part qui m'interpelle. Comme vous le savez, il ne faut pas mettre sa culotte à l'envers. Oui, ça vous gâche la journée, pire encore, ça vous gâche l'allure. Les sous-vêtements jouent un rôle essentiel dans la construction du look et dans le sentiment d'aisance et de confort que l'on ressent en s'habillant à sa façon. Mais pas seulement. Oui, je dis pas seulement, parce qu'avant d'être looké, tout un univers de sens et de valeurs se joue entre le corps dénudé et la lingerie. Un univers de mots, de façons de faire, de croyances, d'attentes, de vécu et d'imaginaire. C'est cet aspect que nous allons investiguer et que vous pourrez questionner de votre côté après ces quelques minutes passées ensemble. Comme chaque année, le Salon international de la lingerie interfilière a eu lieu à Paris, porte de Versailles, les 18 et 19 janvier. J'ai eu le plaisir de partager quelques analyses sémiolinguistiques dans le cadre d'un talk. Pascal Gautran, directeur de Made in Town, organisait des petits talks, comme il dit, dans le cadre d'un Creative Hub en plein milieu du salon. Pascal Gautran m'a donc donné carte blanche pour raconter aux professionnels de la lingerie à quel point les mots sont essentiels et pour leur rappeler qu'ils devraient faire l'objet d'autant d'attention que les images parfaitement léchées. Et je le remercie vivement. J'ai le sentiment d'avoir été entendu et ça, c'est drôlement chouette. Les dessous des dessous, tel est le sujet de cet épisode numéro 11. Parlez-vous lingerie. Avec ce titre, vous comprenez que ce sont les mots, la sémantique, les jeux rhétoriques qui constituent le cœur de mes analyses. Et vous n'allez pas être déçus, il y a beaucoup à en dire. Moi qui avais en tête des textes mêlant poésie et sensualité pour raconter l'expérience de l'intime entre design ergonomique et jeu érotique, j'ai été pour le moins surpris face au discours actuel des marques de lingerie. Comment exprimer la sensualité ? Comment articuler design et plaisir, fonction et séduction ? Voilà un mystère qui appelle une exploration sémiologique. Une petite remarque avant de partager mes analyses. Cet épisode est l'occasion d'un hommage à Farid Chenoun, historien de la mode, qui a écrit un livre superbe sur les dessous, que je vous invite à lire et à savourer, Les dessous de la féminité. Je le cite. Les dessous entretiennent de silencieuses conversations avec celles qui les portent et se confient à eux comme tas de secrets anges gardiens de leur féminité. Puisque Farid nous invitait à suivre les fils d'une trame jamais achevée, d'une féminité en quête d'elle-même, posons ensemble le regard sur cet univers de sens des plus singuliers. Première partie, un univers en tension. Avec la lingerie et l'univers délicat des dessous féminins, la sémiologie du corps que je pratique se retrouve d'emblée face à une tension explicite entre fonction et séduction. Ce que l'on appelle les valeurs de base, le maintien, l'hygiène, le confort, n'ont de cesse de lutter ou de s'harmoniser avec les valeurs dites d'usage, liées au style, à la séduction, au plaisir pour soi comme au jeu érotique. Que faire d'une tension sémiotique, une fois identifiée ? Que faire d'une tension entre la contingence matérielle et les usages projetés ? La réponse est simple, et c'est l'approche que je défends depuis mon livre sur la mode ordinaire. Une tension s'observe dans les faits. Il faut l'observer, la déployer, la questionner à chaque manifestation. C'est d'ailleurs toute la fascination que je ressens face aux pratiques corporelles qui sont pétries de tensions fondamentales qu'il ne faudrait pas interpréter comme des paradoxes. Les tensions, ce sont les dualités du langage, comme les nommait Ferdinand de Saussure. Les tensions sont essentielles au mouvement, à la vie active des langages, au vécu. Justement, déployons cette tension au niveau des objets, au niveau des mots, au niveau des pratiques, et poursuivons un premier travail que je tiens à vous raconter brièvement. Dans mon livre « Le corps à sa façon », j'ai observé comment le corps féminin et les sous-vêtements interagissent, se co-construisent. De la même façon
Qu'il y ait des robes qui font le corps et d'autres qui le suivent, il y a des sous-vêtements qui façonnent l'enveloppe corporelle et d'autres qui la suivent. Faire le corps consiste ainsi en optimiser la surface et les contours en maintenant tout débordement ou toute déformation. La mode commence avec le corps. Et le premier habit enfilé, ce sont les sous-vêtements. Il y a une part visible du sensible qui m'interpelle avec les sous-vêtements. Comme le faisait remarquer d'ailleurs la directrice des TAM lorsque j'ai écrit mon livre, l'allure commence par les dessous. Lors de la visite du showroom des TAM, puis de différents magasins, la diversité des formes de soutien-gorge m'a interpellé, tout autant que les dispositifs mis en œuvre pour accompagner les clientes dans le choix de leur soutien-gorge. Cette donne est d'autant plus intéressante que la profession s'accorde sur un chiffre étonnant. Près de 80% des femmes ne connaissent pas leur taille de soutien-gorge, qu'il s'agisse du tour de buste comme du tour de poitrine. Cela veut dire que soit la poitrine nage dans les bonnets, soit elle est comprimée et déborde des bonnets. De même, d'ailleurs, les bretelles peuvent s'enfoncer dans la peau ou se glisser sans cesse. Toutes ces déformations corporelles et cet inconfort affectent la personne. Et c'est la même chose pour tous les sous-vêtements. Ainsi, le travail d'un soutien-gorge opère à plusieurs endroits du corps du sujet d'énonciation, à 3 niveaux. Premièrement, au niveau de la poitrine, via les bonnets qui englobent les seins avec lesquels ils s'emboîtent, sans bailler ni serrer, et via les armatures qui soutiennent les seins pour plus de maintien et de confort. Deuxièmement, au niveau du dos, via la bande qui part des bonnets, traverse le dos et se fixe avec les agrafes. Troisièmement, au niveau des épaules, via les bretelles, parfois amovibles, qui aident au maintien de la poitrine. Les mouvements et les énergies à l'œuvre sont à la fois verticaux ascendants et latéraux arrière. Quand je parle de design ou d'ergonomie, ce n'est pas de la métaphore, c'est un objet fonctionnel et technique. Le confort et l'équilibre sont des attentes importantes. Cette sensation de maintien se traduit au niveau de la forme par un mouvement ascendant qui vise à annuler la chute de la poitrine et son poids. La sensation d'équilibre passe par la tâche à l'arrière. C'est d'ailleurs la ceinture de soutien-gorge qui assure 80% du maintien. On en apprend des choses en discutant avec les professionnels. En fonction du tour du buste et du tour de poitrine, le choix de soutien-gorge diffère grandement. Libre évidemment à chaque femme de ne pas suivre les conventions pour une soirée ou par goût et de minimiser la question du confort. Toutefois, de nombreuses marques orientent les clientes vers certains modèles plutôt que d'autres en fonction de la morphologie, à la fois sur des critères de confort et d'esthétique. Le confort est évidemment fonction du maintien et l'intensité du maintien dépend de la gorge. L'ancrage morphologique oriente tant la conception des soutiens-gorge que leur choix. Je parle beaucoup des soutiens-gorge, mais c'est le parangon des sous-vêtements, en tout cas en termes de dualité, fonction, séduction. Tant d'un point de vue morphologique que stylistique, les soutiens-gorge se doivent d'être des exécutions différentes d'un même bien-aller et offrir le même projeté de poitrine. Cette expression professionnelle est significative de la valeur du rapport au corps-enveloppe, tel qu'il se joue avec les sous-vêtements. Ce qui est projeté, ce n'est pas simplement la poitrine maintenue dans le plus grand confort, mais c'est bien la confiance en soi d'un sujet qui va de l'avant, tête haute, buste en avant. La tension morphologie-confort, qui fait sens au niveau du vêtement, conduit à présent à questionner la tension allure-confiance, qui fait sens au plan du look, de la silhouette. Les sous-vêtements, c'est une expérience corporelle qui se vit et se voit, et peut poser des problèmes. C'est avant tout la question de l'usage qui se pose pleinement. L'usage en contexte réel et l'imaginaire vestimentaire associé. Alors jouons. Que se passe-t-il quand les dessous se rappellent à l'ordre et se vivent comme une mauvaise expérience ? Les situations à problème peuvent être de 2 ordres. Une gêne est ressentie à même le corps, à même la chair. Deuxième possibilité, la silhouette est marquée par la trace du sous-vêtement. Il est très instructif de constater d'emblée que les effets négatifs sont d'ordre psychologique lorsque le confort vestimentaire n'est pas au rendez-vous. Affecter l'aisance revient à diminuer la confiance en soi, voire l'aisance perçue par les autres. Les témoignages abondent sur la gêne occasionnée par un boxeur qui serre ou un soutien-gorge qui bâille.
Ce n'est pas un simple problème de morphologie. D'ailleurs, c'est le style des sous-vêtements qui peut être mis en cause dans l'expérience du mauvais choix. Trop sexy pour cette journée, pas assez confortable, trop glamour pour cette situation, trop couvrant ou trop lâche. Chaque situation définit, au final, ses propres critères d'appréciation des sous-vêtements, et cela dépasse la simple question de la morphologie. L'enjeu, c'est l'allure et la confiance en soi, et c'est au prisme du look et du contexte que les pratiques efficientes peuvent être définies. Les femmes en parlent très bien, d'ailleurs, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Deuxième partie, les mots des marques. Comment raconter la dualité fonction-séduction ? Telle était ma question lorsque j'ai commencé les observations de la sémantique des marques de lingerie. 2 petits exemples pour vous mettre en bouche. Lingerie, vêtements de nuit et maillots de bain de luxe fabriqués avec savoir-faire par des femmes pour des femmes. Second exemple. Cette démarche singulière, entre intransigeance des coupes et douceur des matières, dévoile une philosophie, l'art du corps, qui met en scène une féminité assumée et une sensualité contemporaine. Voici 2 petits extraits de mes corpus d'analyse. Dans un secteur où l'image du produit porté est centrale et omniprésente, je crois qu'il est pertinent de s'intéresser aux mots, aux textes, aux paroles. Les mots sont une médiation entre l'objet et le sujet. Pour que la lingerie s'incarne, les mots ont un sacré rôle à jouer. Dire sans trop en dire, tel est le défi des marques, semble-t-il. Je vous propose donc quelques regards sémiolinguistiques sur les mots ordinaires des marques de lingerie pour répondre à quelques questions simples et percutantes. Comment les marques de lingerie s'expriment-elles par les mots ? Quelle sémantique, quel registre, quels récits sont déployés pour exprimer les imaginaires ? Quelles observations, quelles caractéristiques, pour quelle perspective ? Dans le cas de cette enquête de terrain, qui constituait le cœur de mon talk au Salon de la lingerie, même s'il y aurait matière à débat, ce ne sont ni les slogans publicitaires, ni les discours sur les réseaux sociaux qui m'ont interpellé. Ce sont d'abord et avant tout les mots ordinaires des marques sur les sites de vente, sur leur propre site de marque. Ces mots sonnent comme éminemment problématiques par rapport à des usages plus investis, je pense en l'occurrence à Instagram. Plus investis, mais pas forcément très singuliers. Le média prenant le pas sur la marque. Et oui, ma conclusion, je vous la donne d'emblée, les mots des marques ne sont pas très singuliers. Mon corpus était constitué de 20 marques représentatives du secteur. Je pense à Etam, Maison Le Jabi, Erès, Atelier Amour, Skims et d'autres marques comme Chantel. Concrètement, mon corpus est constitué d'un ensemble de textes. J'ai regardé donc les touch points des sites marchands. Je me suis intéressé aux textes de présentation des marques, la rubrique à propos. Je trouve toujours très utile de savoir comment une marque se présente. Et j'ai ensuite recueilli un certain nombre de textes de description des produits. 3 soutiens-gorge, 2 culottes ou parfois des bodys, pour avoir un corpus un peu systématique des extraits de ces 20 marques représentatives du secteur. Si on commençait par les principales conclusions. Première conclusion, la catégorie de l'intime est portée par les images de lingerie portée, très peu par les mots. Oui, on est dans un univers d'intimité et les mots n'en parlent pas. Deuxième conclusion, nous sommes dans un univers d'images qui sous-exploite les mots. Ce n'est pas la première fois que je constate cela, c'est assez récurrent aujourd'hui dans les marques, mais je constate que le présent des images est associé à de nombreux implicites, voire à des non-dits au niveau des textes. C'est un peu dommage. Troisième conclusion, nous avons affaire à un domaine sémantique structuré autour de 3 piliers souvent juxtaposés, le confort, la séduction, le style. Les 3 piliers sont juxtaposés, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas nécessairement articulés dans un seul et même récit. Quatrième conclusion, nous avons une présentation textuelle des marques très peu singulière, avec un déficit narratif, beaucoup de ressemblances, de la platitude, des poncifs et à nouveau des non-dits. Cinquième conclusion, ce sera la dernière, nous avons affaire à une approche product-centrique, avec des énoncés ultra-fonctionnels, c'est-à-dire que la syntaxe classique des messages consiste à mettre en avant la forme, la matière, la couleur, dans des énoncés courts, descriptifs, abstraits, désincarnés
et non adressées aux clientes. Je vous rappelle que mes observations portent sur des sites marchands où il s'agit de vendre, d'avoir un parcours client. Dès lors, plusieurs challenges émergent de ces observations. Il est clair, pour un sémiologue, que le non-dit, la platitude, la ressemblance, le fonctionnel et la ratio ne sont pas en soi des vecteurs d'émotion, de reconnaissance ou d'adhésion à un univers de sens. Par rapport aux images qui sont léchées et qui sont des vecteurs puissants d'identité, la valeur ajoutée des mots est d'ancrer le désir dans la durée, dans la mémoire. Or, cette durée, cette relation longue, semble bien mal assurée sur les sites que j'ai pu observer. Un petit exemple d'énoncé lapidaire, descriptif, abstrait et désincarné, conçu pour inspirer et sublimer nos créations, incarne l'alliance parfaite entre style, fonctionnalité et élégance éthique. Tout est dit. Autre extrait. Chaque pièce est une promesse de qualité et de confort pensée pour sublimer toutes les silhouettes. Finalement, on ne sait pas qui est la marque qui est en train de parler. Je me suis donc intéressé à la présentation des marques. Et là, j'ai posé 3 constats. Alors tout d'abord, on voit qu'on a une présentation des marques excessivement discrète sur leur propre site, voire absente parfois. La raison d'être, l'equity, étonnamment, vous ne le saurez pas forcément en visitant les sites des marques. Sur les 20 marques, très peu se présentent. Vendre, oui, mais pas se vendre, pas se raconter. C'est un peu comme si la base n'était pas assurée. Ensuite, je constate que nous avons affaire à des promesses de marque très génériques, voire trop génériques. Il y a des leitmotifs, des poncifs qui reviennent. On nous parle de libération, de liberté, de casser les codes, de réinventer le métier. Les marques traditionnelles, les maisons corsetières, disent toutes la même chose, ce qui montre qu'elles ne savent pas quoi raconter au juste. Et là, la question mériterait d'être traitée. Enfin, des marques, plus rares, explorent toutefois leur singularité, notamment entre empowerment et wellness, donc entre mise en avant du pouvoir féminin et quête de bien-être. Quand on passe au niveau des produits, il y a des éléments d'analyse intéressants. D'abord, la langue parlée par les marques présente une très grande homogénéité sémantique et lexicale. En termes de lexique et de thèmes, on s'y retrouve. Et j'ai pu identifier un certain nombre de thématiques traitées par toutes les marques. Tout d'abord, le confort, le maintien, la fonction. Voilà des notions structurantes. La délicatesse, le raffinement, c'est un autre élément. Le jeu, la fantaisie, bien évidemment, la séduction, le sexy. Et enfin, le style. Le style au sens mode du terme, pas simplement au sens d'un style esthétique défini par une dentelle, une couleur, un motif. C'est un style défini par des détails ou des éléments visibles une fois la personne habillée. Alors, en regardant les énoncés de ces 20 marques, en regardant comment les textes sont construits pour décrire et donner à voir, à visualiser ou à ressentir le produit, j'ai pu élaborer une petite typologie. Une typologie est un travail qui s'avère toujours très intéressant face à un grand corpus. Quelques éléments d'analyse. En termes de style et de posture, il y a 3 grandes façons de faire exister, et qui peuvent coexister. Je les ai classées de la plus courante à la plus singulière. Première façon de faire, il y a ce que j'appelle les énoncés factuels. Ce sont des phrases nominales, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sujet, pas de verbe. On est dans l'abstraction, le sérieux, la distance. Décrire, qualifier, catégoriser. On est dans un rapport au langage très fonctionnel et on est dans un rapport de support et de soutien des images. Quelques exemples empruntés à plusieurs marques. Soutien-gorge armaturé, grande taille noire en tencel. Soutien-gorge armaturé au design ultra graphique et sexy. Autre exemple, soutien-gorge long avec une bande de satin et bonnet cône en dentelle. Des marques différentes, mais vous voyez, on a affaire au même parler et à la même pratique. On est dans la stabilité du langage. Deuxième façon de faire, il y a ce que j'appelle les énoncés narrés. Ce sont des phrases conjuguées. Il y a des explications, il y a un contexte qui est donné, présenté pour valoriser. Telle est la philosophie des énoncés narrés. Un exemple suffira pour comprendre et visualiser. L'art de la broderie s'exprime avec sensualité sur ce soutien-gorge en tulle. Des feuilles luxuriantes et scintillantes se posent avec délicatesse pour entourer le décolleté et dévoiler la peau en toute subtilité. Le décolleté, naturellement sublimé,
dans ce soutien-gorge muni de coques fines et d'armatures assurant un maintien parfait de la poitrine. Et vous entendez bien que la fonction rencontre la séduction dans un énoncé un peu désuet et daté, mais quand même très joli. Dernière façon de faire, il y a ce que j'appelle les énoncés dialogiques, ceux que l'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux, où on met en scène la parole de l'autre, où on s'adresse à son locuteur. Il s'agit en effet de phrases conjuguées, adressées. On est dans l'attention accordée à la femme et on est dans la valorisation de l'expérience, au-delà du confort. Il s'agit bien évidemment d'engager pour impliquer. Donc un exemple, meet your lightest, most breathable dummy bra. This innovative, ultra-airy silhouette has a comfortable and supportive underwire and breathable lined cups that feel like you have nothing on. Malgré la grande homogénéité des discours et de façon de mettre en mots les dessous féminins, il y a quand même des exemples sympas, bien écrits. Alors on pourrait prendre plein d'exemples. Mais j'aurais quand même envie de vous proposer autre chose. Moi qui travaille sur le discours et la sémantique d'autres domaines, la beauté, la mode, le luxe, j'ai envie de faire un parallèle. Même si la lingerie est un univers à part et bien différent de la mode, elle participe du même domaine et des mêmes pratiques du paraître. Et ces petits parallèles peuvent s'avérer utiles. Alors il y aurait peut-être, en comparaison, une leçon à tirer des marques de beauté, qui savent faire preuve de pédagogie, de diagnostic et de conseil. Et la question, sur ces textes des marques de lingerie, serait de savoir comment mieux accompagner ou comment ritualiser l'expérience. Autre possibilité, il y a une leçon des marques de mode qui paraît évidemment plus évidente. Encore que, le lifestyle, ce serait le premier volet. Le lifestyle se réinvente aujourd'hui. L'inspiration engage à un projet et non à une découverte des coulisses. Deux façons de faire différentes pour mieux se projeter. Plus de lifestyle, plus d'inspiration. Dernière leçon, ce serait celle des marques de luxe, qui est évidemment dans un au-delà du sens. Mais il y a ces deux aspects fondamentaux dans le luxe que sont l'expérience et la personnalisation, pour immerger, pour embarquer. Troisième partie, parole de femme. À en croire les femmes que j'ai rencontrées, rien de moins évident que de choisir ces dessous. Pour que la sensation de seconde peau opère pleinement, il faut un ajustement entre la matière corporelle, les sensations et les imaginaires pour que tout s'emboîte. Cette performance n'est possible qu'avec une certaine compétence, un savoir et les bons objets. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que toutes les femmes rencontrées et interrogées parlent des mêmes problèmes, et c'est amusant. Je cite, « Un soutien-gorge mal adapté peut littéralement flinguer un look, surtout s'il est porté sur un vêtement un peu moulant, ou que la lingerie est créée par des bourrelets au niveau du dos, casse l'arrondi des seins ou cisaille les fesses. Et je ne parle même pas de la lingerie, dont les bretelles sont inadaptées aux débardeurs ou trop échancrées. Pénalité supplémentaire pour les bretelles soi-disant invisibles en plastique transparent, mais qui creusent des marques rouges sur les épaules. J'aime les anecdotes, parce que les anecdotes révèlent tout un monde. Pour comprendre ce monde, je suis donc parti des fondements sémantiques du domaine, des mots que j'ai identifiés comme étant structurants, à savoir le confort, le maintien, la séduction, le raffinement, le style, le plaisir. Tous les éléments de langage caractéristiques de ce domaine sont devenus des questionnements, ou plus exactement, des mots à commenter que j'ai adressés à des femmes que j'ai rencontrées. J'ai donc soumis aux femmes un questionnaire très simple, un questionnaire sémiolinguistique. Je leur ai demandé de m'expliquer ce que signifient certains termes clés utilisés par les marques, ce que ça évoque pour elles. Commençons par les mots du confort. La première personne rencontrée me disait « Le confort et le maintien sont deux éléments clés qui vont souvent de pair dans le choix de lingerie. Le confort garantit que l'on se sent bien au quotidien, tandis que le maintien assure que la lingerie fait son travail de soutien tout en restant agréable à porter. » Alors, je pose des questions, et c'est quelqu'un d'autre qui répond, qui m'explique plus en détail encore ce que ça signifie le confort. Je cite, « Le confort signifie que le sous-vêtement ne serre pas trop, n'irrite pas la peau à cause du frottement à l'extrémité des baleines, au niveau des agrafes ou des bretelles. Un soutien-gorge peut être confortable sans assurer un bon maintien. Et l'inverse est vrai. » D'ailleurs, une anecdote m'a été racontée de façon systématique par toutes les femmes à forte poitrine.
L'anecdote du sein qui sort du bonnet, anecdote rapportée par toutes. La honte parfois quand tu t'aperçois que tu as un sein qui est sorti du soutien-gorge, bon même si tu as un pull par-dessus et que ça ne se voit pas. En l'occurrence, quelqu'un me racontait, plus en détail, dans le cadre de danse, ce qui se passe. Le confort, c'est sentir la présence de la structure de la lingerie. Je dois sentir cette structure. J'ai un soutien-gorge qui me fait un beau décolleté pour ma robe de tango. Mais à la fin de la soirée, après 2 heures à danser du tango, mon sein sort de sa place. Toujours le même sein. Ça ne se voit pas. Mais moi, je le sens. Ce n'est pas à sa place. La structure ne me soutient pas. Me soutenir, c'est essentiel. Et j'adore cette expression. La structure ne me soutient pas. Alors, on peut passer maintenant au mot de la séduction pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Et le premier constat, c'est de se dire, les mots de la séduction résonnent pour les femmes, surtout en lien avec un plaisir pour soi, et non pas dans un jeu de séduction érotique. La séduction, qu'est-ce que ça évoque pour les femmes ? Je cite, « de belles pièces qui donnent confiance en soi ». La séduction est d'abord féminine. C'est un plaisir pour soi bien avant les jeux érotiques et le temps de partage. Et ça, c'est la grande leçon qui m'a surprise en enquêtant auprès des femmes. Et je cite, « Je porte avant tout de la jolie lingerie pour moi, mais c'est toujours agréable de recevoir des compliments sur son ensemble de lingerie ou d'en recevoir en cadeau. Dans ce cas, elle peut correspondre à ce que l'on aime porter ou à une projection fantasmée avec un port réservé à la chambre à coucher. » On retombe vite évidemment sur les histoires horizontales. Les mots du savoir-faire et de l'expertise. Étonnamment, la parole des femmes est beaucoup moins riche sur ces questions qui prennent de la place dans le discours des marques pourtant. Les femmes s'étendent moins sur ces questions de savoir-faire et d'expertise. En l'occurrence, si le savoir-faire justifie le prix de la lingerie, quand il s'agit de produits haut de gamme ou luxe, ce n'est pas un point qui retient l'attention, alors même que l'innovation interpelle explicitement les personnes rencontrées, notamment au niveau des matières tech, du sport ou des coupes laser. Il me semble que c'est un point à méditer. L'innovation dans son rapport au confort et à la performance interpelle. Mais le savoir-faire, finalement, reste un arrière-plan, une évidence, peu questionné, peu investi. De même, lorsque j'ai soumis des mots comme délicatesse, raffinement ou style, je n'ai pas obtenu des récits ordinaires précis, révélateurs de vécus forts ou d'attentes symboliques profondes. Cela va de soi, cela va sans dire, et cela va très bien ainsi. Alors plutôt que de continuer l'étude du lexique des marques, je voudrais partager avec vous 3 récits hauts en couleur et révélateurs de la diversité extraordinaire des récits ordinaires des sous-vêtements. 3 témoignages qui m'ont interpellé, qui ouvrent le champ des questions. Et peut-être que vous aurez des questions à me poser par la suite. Le premier témoignage est on ne peut plus pragmatique. C'est un récit entre ordinaire et habillement. J'essaie de coordonner slip et soutien-gorge. Je choisis en fonction de ce que je vais porter. Si c'est un t-shirt léger, je vais prendre un soutien-gorge couvrant. Idem. Si c'est un pantalon moulant, je vais prendre une culotte coton et pas de dentelle pour pas que ça ne se voie. Si je porte un pull, je vais mettre un soutien-gorge en dentelle ou ouvragé, parce que ça ne se verra pas. On voit qu'il y a une vigilance au fait d'être coordonné dessous-dessus, non pas en termes de style ou d'esthétique, mais en termes de fonctionnalité, d'emboîtement, pour ainsi dire, terme qui revenait si souvent. D'ailleurs, les anecdotes ordinaires reviennent et portent sur des questions très pragmatiques. De façon transversale, on m'a ainsi parlé des dentelles qui grattent, des matières inconfortables, qui font qu'on délaisse les sous-vêtements, certains sous-vêtements. La lingerie fine, et on a parlé surtout pour parler du lavage à part ou dans une pochette, des contraintes que cela pose. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la lingerie fine est rangée à part dans les tiroirs. Il y a les petits défauts, une fois habillés, sur les côtés ou derrière, les bourrelets, qui peuvent apparaître. Il y a aussi la contrainte du sport, qui revient régulièrement et qui appelle un maintien supplémentaire, pour ne pas souffrir, pour ne pas se faire mal au dos. Et il y a l'usure des culottes, qui m'était évoquée. Une femme m'explique ainsi toujours acheter 2 culottes quand elle s'achète un soutien-gorge, parce que les culottes s'usent plus vite que les soutiens-gorge. Cet ordinaire, cette banalité, cette trivialité sont des questions essentielles dans le vécu des femmes. Deuxième témoignage, un récit entre héritage et transmission. Une conversation avec une femme a commencé par une expression « jamais de noir ». Et là, elle m'explique
pourquoi elle dit ça et d'où ça sort. Donc l'échange a commencé par cette anecdote fascinante, et je la cite. « J'ai attendu longtemps avant de porter de la lingerie noire. C'était mal vu dans mon milieu influencé par le protestantisme. Le blanc et le rose pastel étaient les seules teintes jugées acceptables pour une jeune fille de bonne famille. Et ce, dans des matières simples, type coton. Et c'était blanc et cher. Mais cette fois avec un peu de fantaisie ou de sophistication en matière de textile pour une femme respectable. Voilà un superbe sujet qui s'offre à nous tout à coup. J'en vois même deux pour aller plus loin. Le premier sujet, ce serait de questionner plus en profondeur cette transmission de mère à fille. Les valeurs de la lingerie sont des usages féminins hérités ou contre lesquels on avance. C'est un point que j'avais identifié et constaté en posant la question aux femmes de savoir comment elles rangent leur lingerie. Et là, c'était amusant de voir qu'on range sa lingerie de façon fonctionnelle, par couleur, le quotidien à l'avant du tiroir, les choses plus jolies ou plus fragiles sur le côté ou au fond ou dans une boîte à part. Et c'est assez courant chez de nombreuses femmes. Le second sujet qui m'interpelle avec cette remarque « jamais de noir », en tout cas le début de l'anecdote, c'est la couleur. La couleur est un élément essentiel qui mériterait en soi d'être un sujet et je vous promets un épisode de mon podcast La Pause c'est mieux uniquement sur la couleur. Certaines femmes m'ont raconté qu'elles portent du rouge uniquement pour la séduction. Et on l'a vu récemment encore, les grandes campagnes étames pour la Saint-Valentin étaient rouges, toutes rouges vêtues. C'est pour l'autre que l'on porte le rouge, alors que d'autres couleurs, comme le jaune, l'orange, se portent pour soi, rien que pour soi, pour se donner de l'énergie et du peps. Il y aurait donc une psychologie des couleurs. En tout cas, il y a tout un travail à faire sur les couleurs discrètes, les couleurs de la séduction et les couleurs interdites. Troisième témoignage, un récit entre luxe, volupté et cinéma. Une femme me racontait ainsi que la lingerie, pour elle, c'est l'érotisme incarné, c'est la séduction primaire. Si je pense à la séduction, c'est la lingerie qui me vient en tête, avec le rouge à lèvres et le reste. La lingerie dans le film, ce sont des détails que je remarque. Ça me reste dans l'imaginaire et ça m'inspire. Dans le dernier film avec Nicole Kidman, il y avait une lingerie magnifique. Les scènes sont très pudiques. Elle dort dans une lingerie magnifique. C'est tellement féminin. Elle n'est pas la seule à m'expliquer l'importance des matières et des bruits, des sensations et des touchés, la soie, la dentelle, ou l'importance des formes jugées un peu désuètes par beaucoup, les guêpières, les jartelles. Jeu de séduction et histoire horizontale, jeu d'imaginaire que Farid Chenoun a si bellement décrit dans son ouvrage Les dessous de la féminité. Il est peut-être temps de conclure, et en guise de conclusion, une petite réflexion. Entre morphologie, mouvement et look, en lien étroit avec des idéaux de mode, mais sans jamais s'y soumettre, la lingerie est un univers de sens singulier. La double vocation technique et esthétique des sous-vêtements nous donne une belle leçon sociale sur l'importance de l'intime. À bientôt!